Au large du golfe du Morbihan, près de la presqu'île de Quiberon, on trouve les îles du Morbraz. Belle-Île, Edic et Watt. L'île de Watt a une forme biscornue qui rappelle les îles au trésor de notre enfance. Sa taille est minuscule, 5 km de long sur tout au plus 1 km de large. Par rapport à sa surface, la longueur de ses côtes est exceptionnelle. Dans le cas très précis de Watt, on est effectivement dans une île de petite taille, au littoral relativement découpé aussi, et donc on a des indices de littoralité très fortes, et on peut donc dire que on est un peu cette littorale puissance 10, si vous voulez. À l'est, s'étend une zone de plage accueillante, adossée à un massif dunaire. Le reste de l'île est constitué d'un plateau couvert de landes à la beauté austère. Il est bordé de falaises escarpées, entrecoupées de criques, prolongeant quelques vallons sauvages. L'exiguïté et le caractère maritime de leur territoire avaient amené les Wattais à se consacrer à la pêche côtière, seule activité viable de l'île. Le port est dominé par le bourg, rassemblé autour de l'église. Alors que des milliers de personnes envahissent l'île pendant l'été, moins de 300 habitants occupent le village à longueur d'année. La crise de la pêche et l'afflux saisonnier des populations extérieures soulèvent des questions pour l'avenir. Michel a retrouvé son fils Gwendal, venu passer les vacances de Pâques sur l'île. À la différence de son mari, Michel n'est pas natif de Watt, mais vient de l'autre côté, comme on désigne ici le continent. Je suis arrivée sur Watt en 1974, donc c'est à cette occasion que j'ai connu Roland, mon mari, mon homme d'aujourd'hui. À cette heure-ci, Roland est encore en mer, parti dès avant l'aube, et il se faufile entre les rochers familiers pour poser et remonter ses lignes. Après notre rencontre, on a décidé de construire sur Watt. Et à cette époque, mon mari avait également fait le choix de construire un bateau. On avait une maison et un bateau à amortir. Michel avait dû conserver son travail sur le continent, l'obligeant à des allers-retours incessants. Au bout de quelques années, une création de poste d'aide comptable dans un petit laboratoire de biologie marine lui permit de s'installer définitivement sur l'île. Je pense que si je n'avais pas eu ce travail, je ne sais pas si je serais encore aujourd'hui sur l'île, parce que bon, quand on a toujours travaillé, on ne peut pas du jour au lendemain arrêter et attendre patiemment son mari à la maison qui rentre de pêche. Je crois que pour moi, c'était impossible. Michel se serait peut-être résolu à travailler avec son mari, tout comme Danielle, venue il y a longtemps du continent, elle aussi. Forcément, moi, si je m'étais pas intéressée à la pêche, non, je serais cloîtrée dans la maison, donc je vois pas franchement l'intérêt. Habiter ici, c'est un choix de vie où le rapport aux autres, à l'espace et au temps prennent un relief particulier. Sur le plan humain, eh bien, vivre sur une île, c'est pas comme vivre sur le continent. On a affaire à des communautés qui sont plus réduites, qui ont un sentiment très fort d'appartenance à leur territoire. L'île est au Wattais, l'hiver, c'est vrai, par rapport à l'été, où on est un petit peu dépassé et où on a l'impression que l'île nous échappe. Mais l'hiver, c'est aussi des courriers ou des correspondances beaucoup moins importantes. Si vous avez une réunion ou un rendez-vous, ça peut être l'obligation de passer 2 jours sur le continent et des fois, ça peut poser des problèmes.
Ici, on pratique une pêche artisanale avec des petits bateaux qui rentrent au port chaque après-midi. Mais on ressent comme partout les effets de la pénurie en ressources. Alors il faut sortir tous les jours et adapter les techniques selon les saisons. À Oued, il y a beaucoup de polyvalence. On traîne ce genre de drague à coquille derrière le bateau. L'hiver, de novembre à décembre, pour pêcher la coquille Saint-Jacques dans les cours de Belle-Île. D'autres font le casier à crabe ou à homard. D'autres font la palangre à bar, l'hiver beaucoup à bar et au congre. Et d'autres font les filets aussi. Les gars qui ont des bateaux conséquents, quoi, font le genre de caisse que vous voyez sur le quai. Les filets à sol, filets un peu à tout, quoi. Moi, le type de palangre que je fais, c'est pour pêcher le bar. Le bar ou l'arrêt, le lieu. Puis c'est un poisson intéressant à pêcher. Ben, c'est un poisson, on a des sensations, quoi. On le sent crocher dans l'hameçon. Il résiste, oui, il se vaut et il se défend, quoi. Il y a beaucoup de pêcheurs plaisanciers qui pratiquent ce genre de pêche. Ces pêcheurs plaisanciers, ce sont essentiellement des pêcheurs à la retraite qui, pour rien au monde, n'abandonneraient leur passion pour la mer. Si les seules voiles encore déployées autour de l'île sont celles de la plaisance, jadis, aucune sortie de pêche ni liaison maritime n'était possible sans la force du vent. Ça, c'est un bateau de mon père. Il venait d'être construit à l'époque. Ben, il avait été construit un peu pour faire service postal entre Quiberon, Oued. Alors, c'était 3 jours par semaine. Il était payé par la poste. Oh, il roulait pas sur l'or, hein, parce que quelques passagers qu'il y avait, à l'époque, il n'y avait pas de passagers comme aujourd'hui. C'est l'équipage de mon père, mon oncle Henri, un Ouettais Joseph Le Gurin, et puis mon père qui est là. Ils étaient pêcheurs, oui, puis il faisait le courrier aussi avec lui, quoi. Mais les moteurs sont venus après. Alors, mon père, c'est le premier qu'il a eu sur ce bateau-là, qui était à la voile au départ. Mais la généralisation du moteur créa un handicap pour les pêcheurs ouettais. Les zones poissonneuses de l'île devinrent facilement accessibles à des pêcheurs dont le port d'attache, à l'inverse des Iliens, était naturellement situé près des lieux de vente et des moyens de transport du continent. Quand Roland part en pêche autour de Oued, il ne sait pas ce qu'il ramènera. Comme tous les pêcheurs, il constate que le rendement est de plus en plus faible. Son bateau est maintenant amorti, mais il faut couvrir les charges d'entretien et le prix du gasoil qui a augmenté. Alors il faut travailler plus vite et plus précisément, sortir presque par tous les temps. L'ordinateur est branché sur le GPS. Pour avoir des positions précises, maintenant on n'a pas le choix, on est obligé de travailler avec ça. Chaque patron a ses propres plans qu'il a fait répertoriés sur les ordinateurs quand ils ont sorti les ordinateurs. Les poissons nobles que pêche Roland sont des poissons carnassiers. Avant de mettre ses palangres à l'eau, il a dû constituer une provision d'appât. Le lançon, c'est un poisson de fond qui vit dans le sable et ben, il nous en faut à tout prix pour pêcher le bar. S'il n'y a pas de lançon, il n'y a pas de poisson. Les pêcheurs de Oued utilisent des engins dormants. Les ligneurs utilisent des lignes qui mesurent dans les 500 mètres et comportent une centaine d'hameçons. Normalement, on les laisse 3 heures, un minimum de 3 heures. Et puis tout dépend de la marée. On arrive au bout. Bien que cela soit moins fréquent depuis la mise en place d'une réglementation de protection locale, les Ouettais redoutent par-dessus tout les passages à proximité de l'île de chalutiers qui dévastent les populations de poissons et le matériel des pêcheurs. C'est pas l'artisan qui va pêcher 50 kilos de poissons qui va détruire la mer. Et ici, les ligneurs, c'est vraiment des artisans. Le bar est pêché un par un, ils en prennent soin, quoi. Pour rentabiliser la pêche, il faudrait ne plus être tributaire de la seule criée de Quiberon vers laquelle les caisses de poissons sont acheminées chaque jour par la navette.
Au niveau du groupement, on s'est mis sur Internet. On recherche un peu des nouveaux marchés qui pourraient être intéressants. On s'est associé avec une coopérative qui nous permet d'étiqueter le poisson, de prouver que c'est du poisson frais. On sait aussi, au niveau de la ligne, pour les bars d'ici, on met une étiquette pour montrer le bar de ligne, pour un peu montrer la différence entre le poisson d'élevage et le poisson sauvage. Les jours fastes, Roland peut ramener une quinzaine de prises par palangre. Plus couramment, environ 8. Mais aujourd'hui n'est pas un bon jour. Bon, c'est toujours pareil, c'est une histoire de météo, quoi. Et peut-être de surexploitation. Chacun essaie de gagner sa croûte et puis il faut mettre du matériel à l'eau pour rentabiliser le coût des bateaux. Maintenant, on n'entend parler que de ça, quoi, la rentabilité. Enfin, on vit dans un monde de grosse consommation, alors on n'a pas le choix. Jean-Noël Lanoé, qui avait tout d'abord découvert l'île en tant que jeune aumônier de scout marin, a toujours conservé une relation forte avec les Iliens. Je suis en communion avec beaucoup de gens de la population par la pêche. Qui viennent de l'église ou qui ne viennent pas de l'église. Il est, c'est vrai, le chemin vers le Père. Avant qu'elle ne devienne une commune en 1891, l'île avait longtemps été gérée par l'Église. Cela donnait au recteur une autorité incontournable en tant que prêtre, mais aussi de maire, de percepteur, notaire, juge. Si Jean-Noël est aujourd'hui une figure incontournable de la vie ouattaise, c'est par son charisme, sa présence, sa solidarité, notamment vis-à-vis de la question préoccupante de l'avenir de la pêche. Il y a une difficulté énorme qui est la perte de crédit des métiers manuels. On ne trouve pas de pêcheurs comme on ne trouve pas de bouchers ou comme on ne trouve pas de maçons. Donc ça, c'est sûrement un des aspects importants. Et puis, pour des jeunes qui choisiraient la pêche, il y a aussi un gros problème de mariage. La plupart des filles ont fait des études, voudraient bien travailler et travaillent. Or, le travail, il est sur le continent. Si bien que nous, prêtres, on a un célibat qui peut être justifié par des raisons, hein, on peut en discuter, mais enfin, il y a des raisons. Par contre, il n'y a aucune raison qui justifie le célibat d'un marin-pêcheur. Donc c'est aussi une des difficultés. Et pourtant, Gwendal, le fils de Michel et Roland, rêve d'être pêcheur comme son père, à Watt. Pendant les vacances, il consacre une grande partie de son temps à poser des palangres avec Morvan, son copain. Lorsque son père sera à la retraite, Gwendal pourra peut-être récupérer son bateau, car sa coque en plastique le rend pratiquement inusable. Parmi les unités de pêche encore en activité aujourd'hui, combien pourront-elles être transmises ou reprises? Il y avait encore 35 bateaux en 95. Ils ne sont plus que 20 aujourd'hui. Gwendal, actuellement en 4e au collège, compte bien rentrer à l'école d'Etel dès l'année prochaine. Elle forme pour la Bretagne Sud au métier de marin-pêcheur. Nous, en tant que parents, on aurait souhaité qu'il fasse autre chose, parce que ça reste un métier très difficile, tant physiquement que financièrement. Aujourd'hui, c'est des investissements également très importants. S'il veut vraiment faire la pêche, il faudra oublier les week-ends. Ce qu'on a dit à Gwendal, oui pour la pêche, mais bon, avec un minimum d'études pour que dans le cas où la pêche ne va pas bien, il ait au moins une porte de sortie pour faire autre chose. Sur Watt, aucun recoin n'a de secret pour Gwendal. Et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est d'aller glisser entre les vagues du côté des dunes. Parcourir les sentiers, surtout en cette saison, où la végétation commence à reprendre des forces et où certaines perspectives, encore vierges du prochain assaut estival, se donnent des airs d'îles désertes.
L'insularité, elle n'est pas forcément liée à l'île, c'est-à-dire que, je sais pas, un jardin en ville, le sommet d'une montagne, une vallée de haute montagne, peuvent avoir des espaces qui peuvent avoir des caractéristiques d'insularité. L'île est un espace clos, fermé, et de ce fait, il y a des caractéristiques qui sont propres. On retrouvera par exemple des espèces végétales, notamment sur les dunes de Watt, en plus grand nombre, parce que l'environnement est de qualité, parce qu'il y a aussi des différences sur le plan climatique, et aussi parce que ce sont des espaces qui ont été moins fréquentés, moins travaillés, et moins dégradés, ce qui donne une spécificité là très grande aussi au massif dunaire de Watt, mais aussi des digues d'ailleurs. Au massif dunaire et à ces plantes maritimes qui ne fleuriront qu'au seuil de l'été, répond l'immensité lumineuse des ajoncs plus précoces qui couvrent l'ensemble du plateau, formant le corps de l'île. Ce paysage de landes est ceinturé de sentiers escarpés très courus par les promeneurs et les cyclistes. Il se termine à l'extrême ouest par les Béniguets, fascinants et inquiétants à la fois, comme le sont toutes les pointes rocheuses. Les vallons qui rythment le plateau tendent à se couvrir de ronciers et d'épineux. Pour lutter contre l'appauvrissement biologique et le sentiment d'abandon qui en résulte, la municipalité entreprend régulièrement de les défricher. Watt se trouve chaque été littéralement envahi par un nombre croissant de touristes, campeurs, plaisanciers, excursionnistes. Le nombre de voyages sur la ligne desservant l'île est passé de 10 000 en 1980 à 127 000 en 2003. On peut recenser certains jours plusieurs centaines de bateaux au mouillage devant la plage. Pour protéger la dune d'une fréquentation excessive, le site avait été classé en 1970. Puis le Conservatoire du littoral a progressivement fait l'acquisition d'une quarantaine d'hectares sur ce secteur pour un linéaire côtier d'environ 3 km. Des aménagements ont été réalisés. Un sentier géotextile pour canaliser le piétinement et stabiliser le sol, des ganivelles pour réduire les effets du vent et les accès. Mais jusqu'en 2004, le problème majeur qui restait à résoudre était la présence illégale des campeurs, qui avaient pris l'habitude d'investir la dune malgré sa protection. Le camping démarrait dans l'ancien port, montant sur les structures dunaires que l'on voit derrière nous, jusqu'à donc là, en fond, également sur votre droite, jusqu'à la limite de la côte. Jusqu'à 400 emplacements se trouvaient là, avec un unique bloc sanitaire de fortune. Le simulacre de vie naturelle du camping semi-sauvage faisait payer un bien lourd tribut à la nature elle-même. Piétinement, sentiers improvisés, creusement de tranchées dans les dunes. Voilà que ça devait être tellement anarchique que voilà ce qu'on trouve sur les campings. Ils n'ont pas tout brûlé leurs cajots, donc c'est nous qui allons les ramasser. On a donc nettoyé cette dune qui est interdite au camping. On a dû enlever 25 à 30 tonnes de pierres qu'on a remis à la côte, quoi. Après 9 ans de débats passionnés, 2 terrains écologiquement moins sensibles et situés un peu en retrait de la côte sont finalement choisis pour accueillir l'ensemble des campeurs de l'île. La création de ce camping 2 étoiles procurera certes des revenus à la commune, mais ne pourra générer que quelques emplois saisonniers. Pour relancer l'économie de l'île, l'équipe municipale soutient le projet d'implantation, face au port, d'une entreprise de production de naissains d'huîtres. D'une part, cela créerait à terme des postes pour les Iliens. D'autre part, la nécessaire modernisation des installations frigorifiques et des viviers redynamiserait l'ensemble de la pêche ouattaise. Cela s'inscrit dans l'héritage de l'esprit d'entreprise des pêcheurs de Watt. Ceux-ci s'étaient énormément investis dans les années 70 dans la création d'une écloserie de homards sur laquelle ils misaient beaucoup.
Ah oui, pratiquement tous les pêcheurs étaient vraiment concernés. Là, on sentait qu'il y avait un bon mouvement pour repeupler les fonds. Ouais. Pêcher, c'est bien, mais il fallait aussi repeupler. On voulait vivre de la pêche et puis on a tout fait pour, quoi. C'est un peu notre devise, ça. Oui. Agar mor ad vivam, c'est notre armoirie. De la mer nous vivons, ça veut dire. S'ils en maîtrisèrent la reproduction, ils ne purent, à cause des poissons prédateurs, réimplanter les homards de manière stable dans les eaux ouataises. Quelques années plus tard, l'ancienne écloserie fut transformée en un laboratoire de phytoplancton rattaché à une industrie de cosmétiques, l'éclosarium, où travaille aujourd'hui Michel. Ben, il n'y avait aucune maison ici. Hein. Là, même sous la maison en face, là où le cabinet médical, c'était un étang. C'est-à-dire toute l'eau qui venait du champ là-bas passait dans cet étang-là et puis il y allait la mer après. Et les vaches, quand elles passaient, elles sortaient des écuries, elles allaient boire là et puis elles allaient tout seules. Le bourg de Ouatt a complètement changé. Il y a 20 ans, les familles de pêcheurs avaient fait construire des maisons à la périphérie du village. Ils en avaient alors déserté le centre. Celui-ci est maintenant investi au beau jour par des citadins aisés qui ont restauré les anciennes maisons ouattaises. Oui, parce que le résident secondaire, il est plutôt amateur de la maison traditionnelle typique de pêcheurs, telles qu'elles étaient. Et à l'inverse, Lilien, il souhaite une maison plus grande, plus large, avec des ouvertures, des baies et des remises pour entreposer son matériel. Donc, effectivement, il n'y a pas les mêmes aspirations, parce qu'il n'y a pas non plus les mêmes modèles culturels, in fine. Les résidents secondaires sont maintenant les plus nombreux. La rareté des maisons ou des terrains accessibles et la flambée des prix rendent l'accès au logement très difficile pour les Iliens aux revenus plus modestes. Surtout pour les jeunes qui voudraient s'installer. Il n'y a pas d'appartement, il n'y a rien pour les jeunes ici. Donc en même temps, si on veut rester, on ne peut pas trop non plus, quoi. On peut rester chez papa, maman jusqu'à 30 balais, quoi. Après une formation à Étel et 1 an de pêche à Quiberon, Mathieu est revenu travailler sur un bateau de l'île. Tu reçois ta copine, tout ça, t'es bloqué de partout, quoi. Alors l'hiver, déjà les troquets, à 9h c'est fermé. Il n'y a rien, on n'a pas de salle des jeunes. Bah, c'est mort, quoi. Il est morte. Il faudrait au minimum déjà avoir des appartements pour les jeunes, déjà pour qu'on reste ici, quoi. Le primordial, c'est ça, quoi. Dans 5 ans, tous les hommes qui vont arriver en retraite, ça va faire encore au moins une quinzaine de bateaux qui vont diminuer. Donc, en plus, il n'y a pas beaucoup de relève. Donc, je pense qu'il y a une angoisse de dire que ça fiche le camp et qu'on ne sait pas trop comment on va rattraper ça et comment nous, maintenant, on va finir le reste de nos jours. Et qui prend bien la proportion du pot par rapport à ton volume qui comprend les fleurs. Ça y est, tout le monde y est ? Malgré tout, la vie s'accroche à Ouatt. On y rencontre encore beaucoup d'enfants et l'île a conservé 2 écoles primaires et un collège qui restent porteurs d'espoir pour l'avenir. Qui dit école dit des tas d'activités périscolaires. Il y a Mme Télac qui fait son école de peinture, il y a la danse bretonne, qui n'existerait pas s'il n'y avait pas les écoles. C'est vrai qu'en fin de compte, le monde scolaire sur Ouatt, ça représente pas beaucoup d'élèves, une quarantaine, mais c'est extrêmement important pour toute la vie de l'île. Sans population active, Ouatt ne serait qu'un lieu de villégiature saisonnier pour vacanciers et retraités. Un lieu sans âme, une île morte. Éventuellement aidée par la relance de l'aquaculture, la pêche devrait pouvoir traverser sa crise conjoncturelle.
mais la hausse du prix des maisons, la rareté des terrains, constituent un réel obstacle pour l'installation des jeunes, car ils ne peuvent se replier dans un quelconque arrière-pays. Ce problème foncier sera déterminant pour l'avenir de l'île. Les vacances sont finies. Gwendal doit retourner au collège pour terminer sa 4e. Il ira sans doute à l'école d'Ethel dès l'année prochaine. Sera-t-il un jour pêcheur à Watt ?